Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre l'après-midi avec Ghislaine Chabert, qui est maître de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication à l'université Mont-Blanc-Savoie. Vous êtes responsable d'un groupe de recherche sur texte, images et art numérique. Et vos thèmes de recherche se rapportent notamment aux usages sociaux des écrans, dans le domaine des jeux notamment, mais aussi dans le secteur des musées. Bien. Merci pour cette présentation. Tout d'abord, je tiens moi aussi à remercier le CIREC et Vincent particulièrement pour son invitation à présenter mes travaux dans ce colloque et pour la parfaite organisation aussi de cet événement. Et je tiens aussi à remercier mon collègue Marc Vera qui a diffusé l'annonce très largement au sein de notre laboratoire et équipe par rapport à cet événement de recherche. Alors comme l'a dit notre collègue, donc, je vais aujourd'hui vous présenter un regard sur le visage qui émane d'une discipline peut-être parallèle à celle des sciences de l'art, qui est la discipline des sciences de l'information et de la communication. Donc je vous demanderai par rapport à ça votre indulgence sur le fait que je ne suis pas une spécialiste de l'analyse des œuvres. Et voilà, donc je voulais en tout cas vous faire partager un certain nombre de réflexions autour de la question du visage telle que je peux l'appréhender dans mes travaux. Disons que par rapport à mes travaux de recherche, donc ce qui m'intéresse, parce que vous verrez qu'il y a un point commun par la suite, c'est la question déjà des usages émergents des dispositifs. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui m'importe beaucoup dans la question de l'usage, c'est celle de l'expérience, en fait, donc de l'expérience multiple que l'on peut faire justement dans le vécu d'un dispositif. Donc expérience qui pour moi peut être multisensorielle, émotionnelle, spatiale également. Et voilà, qui amène en tout cas à interroger des différentes hybridations justement en termes d'expérience. Et enfin, un dernier point qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de la relation, en fait, qui va être animée, ou en tout cas qui va être permise par le biais de ces dispositifs et expériences. Et notamment la question des écrans par rapport à ça. Donc vous pouvez ici vous douter que le visage a donc été un objet de recherche particulièrement intéressant pour moi, car il est, comme je vais essayer de vous le présenter, à la croisée un petit peu de ces différents questionnements. Pour commencer, j'avais envie de parler de ce texte de Roland Barthes, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle « En sortant du cinéma ». C'est un texte que j'aime beaucoup et qui synthétise assez bien aussi, en tout cas, la posture que j'essaye d'adopter en tant que chercheur dans mon domaine. Je vais vous lire juste un petit court passage et vous allez comprendre le positionnement. Se retrouvant dans la rue éclairée et un peu vide et se dirigeant mollement vers quelques cafés, il, donc le spectateur, marche silencieusement. Il n'aime guère parler tout de suite du film qu'il vient de voir, un peu engourdi, engoncé, frileux, bref, ensommeillé. Il a sommeil, voilà ce qu'il pense. Son corps est devenu quelque chose de sopitif, de doux, de paisible. Mou comme un chat endormi, il se sent comme désarticulé en sortant du cinéma. Comme Metz, dans le signifiant imaginaire, parle de la sensation d'avoir fait un voyage, dans ce côté de l'écran, quelque part, où le film s'adresse à moi et me donne ce sentiment très fort d'être tout à la fois ici et tendu vers là-bas. Il y a pour moi dans ce texte quelque chose de ce que je cherche à comprendre. Donc, cette relation de l'être humain aux espaces, en particulier aux espaces de l'écran, à ce côté-là particulier de l'écran, à la relation aux autres à travers ces espaces révélés, où l'effet de réel se produit lorsqu'il sort du dispositif. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de proposer des méthodologies d'observation des usages et des expériences qui puissent être au plus près justement de cette dimension empathique, relationnelle que l'on peut vivre avec les dispositifs numériques. C'est la raison pour laquelle depuis plusieurs années, et aussi lié au fait d'avoir fait des rencontres dans mon équipe de recherche,
Nous proposons donc dans l'équipe un travail autour des anthropologies visuelles, des relations, des communications à travers les écrans et les médias numériques. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour moi d'observer les usages, le rapport aux images, aux écrans, dans les situations écologiques, directes, réelles des pratiques, dans une situation donnée, dans l'immersion dans le monde pratiqué, avec pour seul intérêt donc la communication au sens ethnographique, anthropologique du terme. Et par réflexivité, d'introduire donc les images à travers des écrans dans la méthode même. Donc, comme c'est le cas ici, vous voyez sur la visiophonie, où donc j'ai fait un petit travail de vidéo, observation, de pratiques de visiocommunication. Donc de travailler en anthropologie visuelle pour cerner ces usages, les expériences émotionnelles, spatiales et communicationnelles que j'évoquais tout à l'heure à travers les écrans. Alors, en réfléchissant par rapport à la notion de visage, tout d'abord peut-être un premier constat qui peut être intéressant, c'est que les personnes observées peuvent avoir quelques réticences parfois justement avec cette méthodologie qui consiste justement à pouvoir être filmé, à montrer son visage. Et il faut souvent introduire une certaine confiance par rapport à la saisie de ce rapport aux écrans et au numérique par les participants. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion que je m'étais faite par rapport aussi au sujet donné par le colloque. Donc que se passe-t-il lorsque ce qui est projeté à l'écran est un visage ? Quelles expériences je peux faire d'un visage à l'écran en tant qu'image projetée ? C'est la question que je me suis posée initialement dans cette recherche, dans cette incitation au visage dans la communication. Et ici, je me suis donc appuyée sur des recherches préalables faites autour des relations aux écrans, notamment sur la photographie ou d'autres types de ce qu'on pourrait considérer un petit peu, enfin en tout cas que certains considèrent, notamment Lev Manovitch, comme des pré-écrans. Donc pour mettre en évidence les modes de présence du corps à travers ces différents types d'images, ces différents types d'écrans, et les modes de présence aussi à l'espace autour de l'écran. Et j'ai constaté que par rapport à ce travail préalable, les résultats, ou en tout cas les analyses faites, se transposaient assez bien aussi au niveau du visage, des comportements liés aux écrans et à leur nature communicationnelle. Donc ainsi, je peux, comme ici l'illustre cette image, me retrouver face à l'écran surface. Donc ici, il s'agit d'une photographie de Willy Ronis, où l'œil va naviguer en fait à la surface de l'image, dans laquelle Willy Ronis nous enferme dans un cadre, emprisonne le corps face à la frontalité de l'image, du regard du vieillard. On reste donc ici à la surface de l'image qui préfigure le principe un peu de l'interface. La présence se trouve incorporée à l'interface ici, aux déambulations du regard. Deuxième type de métaphore qu'on associe assez souvent aux écrans et aussi par transposition au visage, la notion de l'écran miroir. Le visage ici peut être parfois déformé. J'aime bien cette idée aussi d'irréalité du miroir, comme on le sait tous, qui nous renvoie une image qui n'est pas forcément, bien entendu, celle que les autres ont de nous. Donc un visage qui est déformé, contorsionné, quelquefois sensible aussi, et que ici on peut repérer assez bien à travers le travail d'André Kartèche sur ces distorsions dans un miroir déformé. Autre métaphore utilisée souvent, bien entendu, celle de fenêtre. On en a déjà parlé un petit peu ce matin. Plusieurs parmi vous ont proposé aussi cette métaphore-là. Donc à travers l'écran fenêtre, je peux voir, à travers une texture transparente en profondeur, un autre espace. J'adopte un point de vue traversant, en mouvement, situé dans l'allée et venue entre plusieurs espaces. Le travail de Sharif Ben Elima, ici, souligne la disparition du visage. Derrière cette fenêtre polaroïde, joue avec cette immersion qui est empêchée dans l'image et qui échappe à la saisie.
Enfin, sur l'écran pot, ce qu'on pourrait nommer un écran pot, je saisis un entre-deux du dispositif. J'expérimente un toucher, des déambulations entre justement les différentes couches de l'image, les différentes profondeurs dans l'image, et les interspatialités, comme ici, on peut le percevoir à travers donc, une image du film Persona de Ingmar Bergman. Donc peu à peu, ce qui m'intéressait là, avec ce même parcours, un petit peu sur cette étymologie de l'écran qui peut s'appliquer au visage, c'est que de plus en plus on s'approche un peu à l'idée de l'écran comme un corps, comme d'un corps, et qu'on pourrait observer donc, à partir de la relation au visage. C'est pourquoi j'ai proposé, donc, en sous-titre de ma communication, la question des rencontres du corps de l'autre à travers l'écran, et notamment donc, de cette partie du corps bien particulière et communicative qui est le visage. Donc je vais focaliser sur cette question à présent. Donc si on reprend Lévinas, qui a été également cité largement ce matin, un des éléments du corps les plus communicants est effectivement le visage. Si je le cite ici, donc toute relation intersubjective passe par le visage. Je fais ici l'hypothèse que cette rencontre du corps est une sorte de nouvelle rencontre du visage, une forme particulière de la communication interpersonnelle qui est liée au numérique, qui va passer, donc, comme développé précédemment, par une expérience à la fois intérieure et extérieure, intime et sociale, voire sociétale et politique. Et là, on peut citer François Soulages dans un ouvrage sur les frontières des écrans en 2015. Deuxième élément important par rapport à cette question d'une rencontre, celle qui va impliquer aussi plusieurs types de gestes. Des gestes associés à des usages, des gestes qui sont bien entendu pris au sens de pratique, un peu d'habitus, hein, au sens de Bourdieu l'entend, et qui sont en continuité avec des rites d'interaction sur de la communication interpersonnelle. Et ici, on peut aussi faire référence et hommage à Erving Goffman par rapport aux ritualités de la communication. Donc j'ai proposé d'étudier cette rencontre du corps de l'autre et du visage de l'autre à travers donc, deux points différents. Donc le premier sera la question du visage-écran, du corps de l'autre en image à l'écran par son visage. Et le deuxième sera la question, la proposition, ou en tout cas le questionnement autour d'un écran visage, donc avec la formulation inversée, où ici c'est le corps de l'écran qui peut devenir parfois aussi, en tout cas dans ce qu'il permet d'expérimenter, un rapport à quelque chose. Je suis également partie des écrits de Jacques Aumont sur du visage au cinéma, donc, et notamment à propos du visage. Jacques Aumont nous dit que si un visage est un écran, une surface, hein, parfois il n'y a rien derrière. Et ce qui s'y inscrit lui reste étranger, peut aussi bien s'inscrire sur un autre visage. En même temps, et c'est ça que je trouvais très intéressant à retenir également, il est le lieu du regard. Un lieu d'où l'on voit et d'où l'on est vu à la fois, et pour cette raison, un lieu privilégié de fonctions sociales, communicatives, intersubjectives, expressives, langagières. Et là, bien entendu, vous voyez le lien qu'il m'intéresse de faire avec les dimensions communicationnelles, émotionnelles que j'évoquais tout à l'heure. Ce lieu prend naissance dans cette expérience communicationnelle qui se base d'abord sur l'analogie de l'expérience du double. Et ici, je cite notamment David Le Breton et ses travaux sur l'anthropologie du corps et son essai d'anthropologie du visage. Donc il y a bien dans cette expérience du double une expérience qui est primordiale, dont les mythes sont tous fondés sur le miroir ou l'ombre. Et là, bien entendu, je vous renvoie au célèbre mythe de Narcisse, hein, donc parfois avec ce paroxysme de l'impossibilité d'être sans l'autre, et en même temps la perte par la fascination du double.
Donc, cette expérience du double engendre en effet un trouble, hein, car le visage est du corps propre la seule partie que je ne vois jamais, sinon au miroir. Or, celui-ci en donne une vision fausse, différente de celle des autres sur moi. Donc, une similitude qu'on retrouve un peu avec le visage à l'écran, par rapport à l'idée d'un miroir où la rencontre du corps de l'autre est parfois aussi le mien, où je me vois en train de communiquer, mais où se projette alors une vision différente hein, de celle que j'ai dans le miroir, puisque je ne le vois pas forcément, justement, je me vois davantage telle que les autres me voient. Donc toutes ces expériences-là, on les retrouve évidemment dans les selfies, dans la visiocommunication, hein, où on peut se contrôler en termes d'images projetées, ou bien dans d'autres dispositifs VR. Je pense à un dispositif particulier qui s'appelle The Machine to be Another. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce dispositif où on a la possibilité de se projeter dans le corps d'un autre à travers l'expérience de la réalité virtuelle. Alors sur le visage écran, je vais peut-être passer assez vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, bien mieux que je ne saurais le faire. En tout cas, il y a pour moi cette idée d'une surface qui est de l'ordre de l'émotionnel, hein, comme si l'émotion se donnait à nous en termes comme une évidence hein, à travers le visage. Donc le visage écran comme cette surface émotionnelle, ici avec l'exemple du cinéma, qui peut être considérée comme une formidable machine à grossir, à amplifier, hein, ici je cite Aumont bien évidemment, et qui donc par ce phénomène de cinématographisation va rendre l'émotion première. Donc le visage en gros plan serait cette présence du visage qui resterait indéfiniment dans l'émotif, dans l'affectif. J'ai choisi ici une image qui est mise en abîme dans un film, peut-être vous la connaissez sans doute, hein, qui est la dédicace que fait François Truffaut dans le générique, en fin de générique de son film La Nuit américaine, et qui est donc faite en hommage à deux actrices du muet, hein, qui sont donc Dorothy et Lillian Gish. Et je trouvais intéressant justement de choisir une image qui est mise en abîme aussi dans d'autres images, pour surtout bien insister sur le fait que ici l'émotion n'est pas prise au sens dictionnarisé, c'est-à-dire pour moi les expériences émotionnelles, je ne cherche pas du tout à les typer, à créer une typologie des émotions, à les décrypter comme le font certains autres chercheurs, mais davantage comme un phénomène social, hein, donc qui est ce phénomène de figuration sociale et de reprise de rituels, d'habitus ensemble. Un autre élément, c'est bien entendu la surface haptique, hein, que j'ai rencontrée moi quand j'ai travaillé sur la visiophonie de manière très évidente. Hein, donc ce visage qui va cette expérience fatigue un peu hein, du visage, hein, qui est de l'ordre vraiment du relationnel, où on va privilégier justement le lien, la communication, davantage que la belle image ou que sa représentation, et qu'on ait tout corps transmis vers l'autre à distance. Donc ici, le gros plan va favoriser effectivement, par exemple, le mimétisme, hein, aussi affectif, le haptique, l'empathique, la tactilité. Il va afficher une proximité à l'autre, donc à travers une proximité qui peut être perceptive, psychique, mais aussi une proxémie hein, numérique, donc au sens de distance à l'autre, qui va être bousculée par les dispositifs numériques. Sur la surface auratique, nous en avons eu une présentation ce matin. Hein, donc c'est aussi, moi en tout cas, j'ai pu m'en rendre compte justement à travers ce travail sur la visiophonie. Hein, donc où il y a vraiment, par les apparitions, disparitions du visage de l'autre à l'écran, un phénomène de présence très forte qui reste maintenu dans la relation. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Et puis, même chose hein, sur la surface magique, c'est-à-dire là encore les accidents, ça a été évoqué ce matin, hein, le fait que voilà, parfois par accident, par le glitch, par des effets de l'image, des halos de lumière particuliers, il y a une esthétique de la relation finalement à distance qui va aussi être vécue par
par les protagonistes. Donc en tout cas, ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment de mettre en avant, effectivement, par le visage-écran, cette esthétique de la relation et du flux, ce que j'appelle aussi parfois l'esthétique du flux. Donc une rencontre qui va se faire dans ce flux numérique et dans l'entrelac des espaces. Et ici, on peut évidemment citer, en tout cas faire référence aux travaux de Louise Merzot ou de Carole Brandon, qui en a déjà parlé longuement ce matin. Bon, ça c'était la même image. Donc le visage est bien le lieu de l'autre. Il prend naissance au cœur du lien social. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Ce que nous ressentons profondément les uns pour les autres, que nous le voulions ou non, réapparaît dans nos portraits. Donc vous avez bien saisi pour moi l'importance de cette anthropologie visuelle, des relations et notamment des visages communicants, des faces à l'écran, des devant l'écran, des sur l'écran, des autour de l'écran, des parmi les écrans aussi, qui vont nous mettre dans des situations d'expérimenter une forme de relation à l'autre particulière aussi, nous placer dans des spatialités différentes les unes des autres, mais qui forment un tout de nos relations. Donc ce tout pour moi, il est possible en tout cas d'essayer pas de le saisir parce qu'il échappe facilement, mais en tout cas d'essayer de s'en approcher à travers ce que moi j'ai proposé comme étant autour des flâneries, entre les visages et dans le numérique en particulier, donc avec une réappropriation de ce concept de la flânerie de Benjamin, et venant aussi des travaux de Baudelaire sur le flâneur. En tout cas pour moi, en l'adaptant à l'expérience du numérique comme une expérience de navigation associée aux objets numériques qui s'apparentent donc à ces flâneries, aux déambulations interactives à travers les écrans et les dispositifs. Et ici je cite également l'ouvrage dirigé par Marc Vera sur Centre de Sion pour l'art numérique. Alors voilà un petit peu pour en tout cas ce qui est déjà ces formes d'expérience d'un visage-écran. Deuxième partie de la communication, je ne sais pas si je suis un peu longue là, je ne pense pas bien. 10 minutes. Sur, alors, cette proposition... 5 minutes, 5-10 minutes. 5 minutes pour garder du temps pour les questions. Du coup, je n'ai pas la vue du temps qui passe, je ne sais pas pourquoi. Sur l'écran visage, c'est tout à fait vraiment une proposition, il n'y a rien de fixe là-dedans. Alors, déjà, l'écran visage, pour moi, on peut l'observer déjà, tout simplement, lorsque le visage est derrière l'écran. Ça paraît un peu naïf et simple, mais il y a bien ici un effacement, quand même, en tout cas, d'une partie du visage derrière l'écran. Si on parle de disparition de l'écran à travers les expériences de VR, on peut aussi... dans les espaces sociaux qu'on pratique, parler de disparition du visage. Notre collègue en a très bien parlé ce matin. Donc là aussi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant avec les expériences de VR, ça a été un petit peu évoqué également, c'est toutes les gestualités qui, justement, accompagnent cette espèce de trouble, justement, de spatialité vécue. Enfin, je ne sais pas comment trop l'exprimer. Donc des gestes qui vont être, par exemple, de ne pas savoir quoi faire vraiment de son corps, de ses membres, quand on est en train d'expérimenter un dispositif. Parce même quand on est assis, voilà, avoir un espèce de flottement, en fait, voilà, comme ça, dans l'espace aussi physique. Donc des gestes de surprise aussi, qui sont vraiment, en tout cas, réinterprétés dans l'espace social. Démonstration du doigt, voilà, comme on l'a ici. Une sensation de flottaison, en tout cas, dans l'espace qui transparaît assez bien. Il y a également, donc c'est là peut-être ça va être un peu plus compliqué, en tout cas, il y a pour moi l'idée quand on parle d'écran visage, de parler des expériences où le visage va investir tous les espaces possibles du dispositif et ne pas forcément s'arrêter, par exemple, à l'écran premier principal.
Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai rencontré là aussi en faisant donc, un certain nombre d'observations. Ici, il s'agit d'un film projeté en second screen, donc avec 2 écrans dans une salle de projection de cinéma. Et je trouvais intéressant parce qu'il y a à la fois ce que voit l'acteur, mais aussi pour le spectateur, le visage même de l'acteur en train de regarder son smartphone. Donc, au-delà de la représentation aussi de l'écran à travers l'écran, hein, il y a également ici celle du visage par rapport à d'autres visages qui communiquent ensemble dans une salle de cinéma. Et donc, derrière cette idée d'écran visage peut être celle justement d'expérience où on fait sortir hein, justement le visage de l'écran en fait. Et voilà, il y a une tentative en tout cas là aussi d'interspatialité assez intéressante. Alors, 1 minute. Voilà, donc je vais terminer. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est sûr. Donc après, sur ce qui me paraît intéressant également dans ce principe d'écran visage, hein, c'est finalement cette altérité hein, et le fait d'observer aussi des visages face à des visages. Donc là aussi, toujours avec des méthodologies d'anthropologie visuelle, d'essayer d'avoir un peu des vues en double face, hein, c'est-à-dire le visage à l'écran, mais aussi le visage regardant le visage à l'écran. Donc, toujours pour avoir cette lecture du visage dans un flux, et non pas comme étant quelque chose, une expérience de figé. Et là, d'ailleurs, ce principe hein, de renversement hein, de la caméra, je dirais, a été très très bien proposé par des artistes hein, précédemment. Vous devez connaître le travail de Bill Viola par rapport à ça sur sa reverse television, hein, montrant justement des spectateurs, les émotions des spectateurs face à un certain nombre d'images. De Robbie Cooper et son projet sur l'immersion, notamment sur les visages de personnes, notamment d'enfants, par rapport aux jeux vidéo. Donc, en tout cas, tout un travail d'artistes très très riche et très pionnier hein, par rapport à justement cette inversion. Je vais passer un petit peu rapidement. Voilà, donc c'est un peu ce principe que je retrouve assez bien dans les pratiques des ados avec ce reverse viewers où ici sur des Snapchat, les adolescents vont à la fois utiliser les outils du numérique pour faire des selfies, mais aussi les communiquer avec les avatars. Donc, vraiment une manipulation, une fabrique d'images où il y a à la fois son image projetée, mais celle des autres. Et voilà, quand le moi devient autre, mais aussi finalement quand l'autre aussi devient moi, qui là, par les figurations sociales, renvoie aussi à toutes ces gestualités dans le social où on va porter l'écran au visage, hein, par exemple, pour faire un selfie ou pour prendre une photographie, qui là aussi, en termes d'interaction, mettent bien en évidence des phénomènes partagés, collectifs et des pratiques ritualisées. Juste pour terminer, une dernière citation sur cette idée aussi d'écran visage. Donc, tout sujet est face au sujet d'en face. L'écran est alors vécu comme une personne, car l'écran frontière est oublié au profit de l'écran donateur de l'être et des altérités en double face. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro pour... Non, il n'y a pas de capteur de micro en fait. Ce matin, on fait ça. Alors, y a-t-il des questions? Là-bas. Je pensais par rapport à l'écran, je pensais par rapport à la notion d'écran visage. Dans la pratique du selfie, par exemple, oui. Les Canadiens il faut parler plus fort. Oui. Dans la pratique du selfie, que les Canadiens ont traduit en égo-portrait. Égo-portrait. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment une image qui vient se plaquer sur l'écran, qu'on regarde ensuite et qu'on affiche sur Internet, par exemple. C'est ça. Je pense au Facebook ou à d'autres sites de oui. dialogue en ligne.
Et l'écran devient le visage même de la personne, puisque la personne n'est pas là, enfin elle est là, mais c'est son avatar qui est là. Et donc l'écran devient la personne, c'est avatar interposé. Oui, oui, merci beaucoup pour ce complément d'information, cette piste. Oui, c'est bien cette idée-là de justement de fabrique des images, donc avec le selfie, mais toutes ces pratiques d'autographie finalement avec le numérique, qui pour moi bascule du côté de voilà, renverse en fait la proposition et où on bascule du côté d'un écran visage, ou en tout cas où c'est l'écran qui enfin, c'est difficile à exprimer. En fait, c'est vraiment ce mouvement, finalement, vers un écran qui va, pour moi, reprendre aussi le mouvement que l'on a vers un autre ou vers un visage et qui, voilà, exprime quelque chose d'une altérité, quand même. Allez-y. Gisèle, merci pour la présentation. Et je me posais la question dans ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant, cette question du double face, ouais. Reverse. Oui, reverse, oui. Et en fait, est-ce que la réversibilité, finalement, ne fonctionne que dans l'idée du visage ou dans la globalité du corps? Parce qu'on parlait de ce corps qui se téléporte ou qui s'incarne dans le virtuel avec la réalité actuelle. Est-ce que ce double face-à-face, ce double face ou cette réversibilité ne fonctionne qu'avec le visage et du coup en absence totale du reste du corps, ou dans cette absence totale du reste du corps, est-ce que finalement ce corps il va se retrouver comme une prolifération en écho, c'est-à-dire au-delà d'une double face, en écho dans tous tes systèmes d'écran que tu connais? Alors oui, je comprends bien. Alors c'est vrai que moi j'ai souhaité ici isoler le visage parce que c'est le thème du colloque, mais bien entendu que tout le corps entier est communicant. Donc je te rejoins complètement par rapport à ça, et que c'est bien aussi même si le visage c'est de l'autre ce qui m'apparaît et c'est l'âme, enfin il y a tout un symbolisme derrière. Il y a quand même des phénomènes de mimétisme et pour moi l'émotionnel n'est pas cloisonnable, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, personnellement, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas fait de recherche plus précise sur l'ensemble d'un corps où il y aurait une réversibilité du corps. Mais je te rejoins complètement sur le fait que c'est un tout et que voilà, l'ensemble serait intéressant à observer en termes de reverse, notamment par rapport aux aspects émotionnels. Une seule question. C'est que tu as montré Minima tout à l'heure, le film de Bergman, c'est ça? Oui, Persona, oui. Persona, excuse-moi. Je crois que d'ailleurs, la personne qui va intervenir après moi va en parler bien davantage. D'accord. Mais je vais juste parler de Cronenberg et de Vidéodrome, oui. où la personne rentre dans l'écran, est mangée par l'écran. D'accord. Oui, c'est ça. En fait, c'est ces mouvements-là qui, je pense, témoignent d'une forme d'altérité, en tout cas, où il y a des choses qui se passent aussi dans ces interspatialités-là. Moi, j'aime beaucoup aussi la sortie de l'écran de Woody Allen, à la Rose du Caire. Voilà, donc ces phénomènes de sortie du visage, de sortie de l'écran, qui pour moi témoignent aussi d'une autre apparition d'un visage dans un dispositif. Et qui fonctionne dans l'autre sens aussi dans Zélie, avec Zélie. Ça, je ne sais pas. Woody Allen. Je connais moins celui-ci. Le personnage pose dans les photos pour le distinguer. Ouais, d'accord. Merci beaucoup.